vous allez tomber sur une série de questions. Donc, on va faire les premières ensemble. Et la première, c'est où se situe votre école ou votre collège? Parce qu'on a des collèges aussi avec nous aujourd'hui. Et donc là, vous allez devoir positionner un petit point bleu. Donc, il faut bien le positionner dès le premier coup parce que sinon, on ne peut pas le bouger. Donc, comme ça, on verra où est-ce que vous êtes situé un petit peu en France et ailleurs. Parce que normalement, on a des classes hors de France. Donc, alors, du coup, comme c'est la première fois, on va prendre un petit peu plus de temps pour se connecter. Je vois qu'il y a déjà une classe qui s'est positionnée sur la côte atlantique en France. Donc, pour les autres classes, vous allez sur www.menti.com et vous rentrez le code 20 02 24 75. Alors, on a des petits points qui apparaissent en France. Alors, on a 2 sur la côte atlantique, 3. On en a dans le quart sud-ouest. J'ai l'impression qu'il y a un point dans les Alpes. Il me semble qu'il y avait une classe vers Grenoble, c'est peut-être ça. Alors, on en a plus dans le nord de la France. Alors, le nord de la France est un petit peu tronqué. Donc, vous pouvez placer sur la ligne si vous voulez. Alors, pour l'instant, on n'a que des classes en France. J'ai vu qu'on avait une autre classe qui venait pas de France. Donc, j'espère que vous arriverez à aller sur le Menti pour qu'on puisse voir d'où vous êtes. Alors, donc, on a 13 classes qui se sont positionnées. Alors, vous êtes pas mal sûrement dans la région avec la Somme, Rouen, etc., Normandie, un peu plus dans la Somme, sur la côte atlantique. Alors, donc on est une vingtaine de classes aujourd'hui. On est 21 classes là aujourd'hui, on a 15 votes. On va patienter un tout petit peu, voilà, 16 votes, le temps que les dernières votent, et sinon on passera à la question suivante. Bon, pour l'instant, vous êtes tous de France, et il y a une classe, si jamais on voit que son petit point n'apparaît pas, je vous dirai où est-ce qu'elle se situe, parce qu'elle est dans un autre pays du pourtour méditerranéen. Alors, vous êtes beaucoup dans l'ouest de la France, dis donc, aujourd'hui. L'ouest, non, excuse-moi, c'est pas l'ouest. L'ouest, c'est nous. Alors, on en a vers Paris. Alors, j'ai l'impression que tout le monde a à peu près voté. Bon, voilà, on a beaucoup de classes en France et on a une classe avec nous. On ira dans leur salle tout à l'heure qui se situe au Liban. Donc, beaucoup plus à l'est que la France. Alors, du coup, on va passer à la question suivante. Alors, maintenant, il va falloir positionner non pas votre position, mais la position de la goélette aujourd'hui. Alors, à votre avis, où se situe Tara? Donc là, c'est pareil, c'est le petit point bleu qu'il faut bien positionner. Donc, je vous laisse voir dans les classes où est-ce que vous positionnerez, selon vous, la goélette et vous pouvez placer le petit point. Et après, comme ça, on pourra demander à l'équipage de nous dire si c'est bien le bon endroit. Donc là, c'est le petit point bleu à placer. Alors, à votre avis, alors souvent, voilà, le premier point, celui qui est en plein milieu de l'océan, généralement, c'est quand c'est un mauvais, c'est pas facile de placer le point bleu. Bon, en tout cas, c'est à peu près dans la même zone, un peu au sud, enfin dans la partie sud de l'Amérique du Sud. Alors, on a un point au Brésil, on en a au sud du Chili, on en a quelques-uns en mer, on en a d'autres à terre. Alors, on en a au Chili, mais un petit peu plus haut. Alors, en mer, on en a beaucoup. Alors, on a combien de votes? On est à 13 votes. Alors, bon, tout le monde est d'accord pour dire que c'est grosso modo dans la même zone. Alors, celui-là, un petit peu plus loin. Ah, en Antarctique, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas l'Antarctique. Alors, peut-être que celui-là, ça représente l'Antarctique. Alors, on va attendre le dernier petit vote. On était à 18 juste avant. Et ensuite… On peut le mettre sur la carte. Alors, on a 17 votes. Bon, la dernière classe… Ah, ça y est, 18 votes. Alors, du coup, l'équipage, est-ce que vous pouvez nous dire… Alors, à peu près, tout le monde est d'accord pour dire que vous vous situez dans le sud de l'Amérique du Sud, mais enfin, plus précisément, où est-ce que vous vous situez? Ah bah, on est tout au sud de l'Amérique du Sud, un peu là où il y a eu les 3 votes. Il y a eu 3 votes, il y a un point un peu plus foncé là. Et bah voilà, on est à Punta Arenas, qui est une des villes les plus au sud du Chili, en Patagonie. Et voilà, là on est au port, donc on est à quai. Et voilà, on est en escale, donc on passe plusieurs jours ici, le temps de l'escale. Super. Et bah, du coup, je vous laisse vous présenter maintenant que les classes se sont présentées, comme ça, et ensuite on débutera les questions.
Ok, bah, je vais commencer. Je m'appelle Douglas. Je suis biologiste à bord du bateau. Je travaille sur les protocoles scientifiques. Voilà, et puis j'embarque beaucoup. Là, donc, j'ai fait le mois d'embarquement en Antarctique avec l'équipage et je débarque ici à Punta Arenas dans quelques jours. Voilà, et avec moi, il y a des marins. Bah, Mathieu, marin sur le pont. Moi aussi, j'ai été en Antarctique, là, on en revient, et je débarque aussi à Punta Arenas. Salut tout le monde, moi c'est Nico, je suis le second capitaine à bord et bah pareil, c'est la fin de l'embarquement pour moi, je débarque dans 2 jours. Super, génial. Et il y a Bon, bah Franche maintenant, aussi qui se cache sur le côté. Ah, on l'a pas vu. Salut, Mhm. François, marin aussi. Moi, je vais jusqu'à Cape Town. Super, bah vous êtes super nombreux aujourd'hui, c'est génial. Et bah du coup, on va passer aux questions. Alors, on va commencer à aller dans les classes. Donc, on va aller dans la classe de Cécile Massé. Donc, à chaque fois, j'active votre son. Donc, vous pouvez vous présenter, donner votre prénom, donner votre école, et puis ensuite, vous pouvez poser une question. Donc, est-ce que vous nous entendez dans la classe de Cécile Massé? Oui. Super, alors on vous écoute. Quelle question? Elle est bien fort, Asma. Est-ce que tout le monde parle français sur le bateau? Vous avez entendu? On parle français sur le bateau. Ouais. Oui. Bah, ces derniers temps, oui, il y avait des Anglais, une Américaine qui parlait plutôt bien français. Donc cette fois, on parlait pas mal français, mais sinon, l'anglais reste quand même la langue principale du bord. D'accord, ça marche. Voilà, je vous ai mis à l'écran les différents scientifiques et marins qui étaient à bord et effectivement, c'était Nastasia qui était là, c'est ça, qui était américaine? C'est ça, voilà, je l'ai vu, vous l'avez à droite. Elle est actuellement à bord avec le gouverneur et D'accord, Martin. très bien, ça marche. Alors maintenant, on va aller dans une autre classe, on va aller dans la classe de Stéphane Lacouture. Alors, donc j'active votre son. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Super, eh ben, génial. Vous pouvez vous présenter alors et poser votre question. Bonjour, je m'appelle Nathan et ma question est quel souvenir garderez-vous de l'Antarctique? Ah, Excellente question. vas-y, Matt. Bah moi, le souvenir que je vais en garder, je pense que c'est un endroit qui reste très beau, très sauvage, avec des paysages auxquels je ne m'attendais pas du tout. Je m'imaginais ça très plat et en fait, il y a beaucoup de montagnes sur la péninsule où on est allé. Et donc, c'était pas du tout comme je l'avais imaginé dans ma tête avant. Donc, c'est ça le souvenir que je vais garder. Moi, je vais garder le souvenir d'un territoire où il y a beaucoup de très sauvage, comme a dit Matt, et aussi où il y a beaucoup d'animaux que l'on peut approcher de très près, comme les manchots ou d'autres oiseaux comme les pétrels. Et on a vu plein de baleines aussi, donc toute cette faune sauvage, on peut la voir de très près là-bas, et c'est quelque chose qui est un peu plus rare chez nous, quoi. On les voit moins facilement, quoi, les animaux sauvages. Ils se laissent moins approcher. Ouais. Super, merci beaucoup. Nico, Est-ce que Nico et François, vous avez, qu'est-ce que vous garderiez comme souvenir? Ça t'a plu, toi? Ouais, ce qui est impressionnant, c'est le climat aussi, qui change très vite en fait, par rapport à chez nous. Les changements brutaux de température, de vent, voilà, c'est assez rapide. Hein. En quelques heures, ça peut passer du paradis à l'enfer, quoi. Ok, C'est bien résumé. d'accord, très bien, bon, ça nous donne une petite idée. Et Nico, toi, ce serait quoi du coup? Bah, un peu ce que les gars ont raconté, c'est vraiment un monde à part où on se sent vraiment encore plus fragile qu'ailleurs. Mais on est envahi de beauté, de lumière, c'est la nature à l'état vraiment sauvage et si on l'a pas appris avant, ben on apprend vraiment l'humilité là-bas. D'accord, ça marche, merci. Alors maintenant, on va aller dans la classe de CM1, CM2 du collège français Montana. Alors, je suis désolée, je vais sûrement mal le prononcer. Au Liban.
Donc, je vous laisse vous présenter et poser votre question à l'équipage. Donc, je vous envoie une petite demande d'activation du son. Alors, donc, il faut accepter la demande. Alors, en attendant, je vais prendre une question. Ah, vous nous entendez? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, vas-y, tu peux te présenter et poser ta question. Bonjour, je suis Maria de la classe de CM2 dans l'école Collège protestant français. Très bien, on t'écoute, Maria. Puisque l'Antarctique est le seul continent inhabité du monde, comment les scientifiques peuvent-ils résister aux conditions climatiques et que font-ils pour s'adapter au froid? Ils ne risquent pas de mourir. Bah, c'est une bonne question. C'est vrai que les conditions sont très dures mais en fait, il y a maintenant il y a des bases qui sont installées en Antarctique pour pouvoir travailler. Et donc, c'est des bases où il y a par exemple 10, 20, 100 ou jusqu'à 1000 personnes suivant les pays qui sont installés là-bas. Et donc, c'est des petits villages ou des toutes petites villes où il y a de quoi vivre et travailler. Et donc, c'est des bases qui regroupent beaucoup de métiers différents parce qu'il faut tous les métiers pour faire fonctionner ces bases-là. Donc, il y a les scientifiques, mais il y a aussi, par exemple, des mécaniciens, des charpentiers, des électriciens, cuisiniers. Donc, il faut tout un petit monde pour faire fonctionner ces bases au bout du monde, quoi. Comme ça, personne ne meurt de froid maintenant. On vit Tant mieux. confortablement là-bas. Ça marche, très bien. Alors maintenant, j'ai une question à l'écrit des CM2 de l'école F. Bram à Buis-les-Mines. Et leur question, c'est comment la connexion s'établit-elle lorsque vous êtes en pleine mer? Est-ce que vous avez une connexion Internet quand vous êtes en mer? On a une connexion Internet via une antenne satellitaire qui est connectée à des satellites et ça nous permet d'aller sur Internet principalement pour prendre la météo, mais aussi pour préparer les escales quand on a besoin d'avoir des informations et d'échanger avec les agents qui s'occupent de nous aux escales ou même de parler avec les écoles comme en ce moment. C'est grâce à, on a une grosse antenne qui est assez ronde à l'arrière du bateau, qui est en hauteur, et puis c'est une antenne qui va se connecter au satellite et qui fait la connexion Internet. D'accord, très bien. Ah bah, merci pour ces petites précisions. Alors maintenant, on va changer de classe. On va aller dans la classe d'Antoine Baudonna. Alors, est-ce que vous nous entendez dans la classe d'Antoine Baudonna? J'ai activé votre micro. Voilà, je crois que c'est bon. C'est tout bon. Vous pouvez vous présenter, on vous écoute. Alors, vas-y. Je m'appelle Sacha. Bonjour Sacha. Vas-y, pose ta question. Bonjour Sacha. Bonjour. Est-ce que vous trouvez beaucoup de déchets Plastique. de plastique? De façon générale, on en trouve quand même beaucoup, et surtout dès qu'on se rapproche des grandes villes. Là, on est dans le détroit de Magellan et on a déjà traversé tout le détroit l'année dernière d'est en ouest. Et dans le détroit, on a trouvé très très peu de plastique parce que c'est une région qui est inhabitée. Et dès qu'on s'est rapproché même d'une petite ville comme Puerto Eden, qui est déjà côté Pacifique dans la Patagonie, on a récupéré du plastique dans nos filets. Donc souvent, malheureusement, c'est un constat qui est un petit peu désarmant et décevant, c'est que dès qu'on se rapproche de la civilisation, entre guillemets, on trouve des déchets. Ça marche, merci pour ta réponse. Et là, Ouais, même vas-y. en mer de Weddell, en Antarctique, il y avait des bouts de microplastique dans le filet mental, hein. Donc c'est un filet qui reste en surface et qui est un peu designé exprès pour échantillonner les microplastiques. On l'a fait plusieurs fois en mer de Weddell, donc il y a un endroit assez isolé où il n'y a pas beaucoup d'humains. Et à chaque fois qu'on a déployé le manta, il y avait une dizaine de bouts de microplastique dans le filet. Donc voilà, c'est
Même là-bas, il y a aussi des microplastiques. Et quand Tara était venue aussi il y a une dizaine d'années, ils en avaient aussi trouvé. Donc il y Ok, en a un donc on peu en dans toutes retrouve. les zones. Ouais. Ouais, pardon, désolée, il y a un petit décalage de quelques secondes, c'est pour ça à chaque fois les élèves que l'équipage répond pas tout de suite, vous inquiétez pas, ils vous entendent, il y a juste 2-3 secondes de petit décalage. Oui, voilà, c'est ce que tu disais, du coup on en retrouve vraiment dans tous les environnements, même s'il n'y a pas forcément de grosses villes à côté. Ça marche. Alors maintenant, j'ai une question de la classe de Fabien Beaufils qui demande à quelle vitesse peut aller le bateau. 17,1 nœuds dans un surf. C'était notre D'accord. record. Quand on est allé en Antarctique, on avait des vents très, très violents avec beaucoup de mer. On avait des vagues qui pouvaient atteindre 10 mètres par moment et on a eu au plus fort, on avait on va dire 120 km/h de vent et donc le bateau est parti dans un surf incroyable et on est allé jusqu'à 17 nœuds. Mais en moyenne, on va dire que le bateau peut aller en moyenne, quand le bateau va vite, il va à 12 nœuds. Et sinon, on a des moyennes plutôt de 7 nœuds. Donc un nœud, juste pour vous expliquer, un nœud, c'est 1 000 nautiques par heure. Et 1 000 équivaut à 1,8 km. Donc du coup, 17 nœuds, voilà, 17 nœuds, ça fait combien de kilomètres heure? 17 km/h. Ça paraît pas beaucoup, mais pour un bateau qui pèse aussi lourd que Tara, c'est beaucoup. C'est très bien parce qu'on a des nouvelles voiles depuis plus d'1 an. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir faire de la voile sur ce bateau et de faire des vrais réglages. Tant mieux, ça marche. Alors maintenant, on va aller dans la classe d'Hélène Delinière. Alors, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, oui, on vous entend. Super, nous aussi. Bonjour, je m'appelle Amaury. Bonjour, Amaury. Est-ce que la goélette va être sortie de l'eau pour faire des réparations? Eh ben, on a déjà fait une escale pendant cette mission, c'était en Martinique au mois de l'été dernier, enfin l'été en juillet. Et effectivement, on a sorti le bateau de l'eau pour tous les ans, en fait, on est obligé un peu d'inspecter la coque. Il y a plein d'appendices sous le bateau auxquels on peut accéder uniquement quand le bateau est au sec. Donc c'est pas forcément des réparations, mais c'est surtout de l'inspection aussi. Donc une fois par an, on fait ça, même quand on est en mission. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va revenir sur les animaux marins. J'ai une question des CM1, CM2 de Sens-Avignon qui demande quels animaux marins vous avez rencontrés lors de cette expédition et s'ils étaient en bonne santé. On a rencontré pas mal d'animaux marins différents. On a vu des manchots, différentes espèces de manchots, des baleines, différentes espèces de baleines, des phoques, plusieurs espèces aussi, des léopards de mer, des oiseaux volants, je veux dire, plus que entre autres. On a vu des otaries, ouais. Il y avait des dauphins aussi. Enfin, on a vu on a vu beaucoup de vie évidemment dans la mer. À terre, quand on a pu débarquer un petit peu, on a vu aussi. Après, globalement, pour moi, les animaux, ils sont quand même en très bonne santé. Après, je suis pas vétérinaire, hein, mais je pense que ils avaient l'air d'aller plutôt bien. Ils vous passent le bonjour d'ailleurs. Ça marche. Merci. Et en allant voir les colonies. En allant voir les colonies de manchots, on a vu plein de poussins de manchots parce qu'on est arrivé pendant la période de reproduction. Et du coup, on a vu des centaines et des milliers aussi de poussins de manchots tout petits qui s'apprêtaient aussi à aller à la mer pour la première fois. Un peu ces photos-là, exactement. Ouais. Doug a une petite passion pour les manchots. D'accord, c'est noté. Comme les cormorans, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Alors maintenant, on est dans la classe de Justine Théry.
Donc, j'active votre son. Voilà, alors ça devrait fonctionner si vous nous entendez dans la classe de Justine Théry. Oui, on vous entend. Super, très bien. Eh bien, on vous écoute pour votre question. Pourquoi étudier les microbiomes et si les microbiomes disparaissent, que va-t-il se passer? Alors, pourquoi étudier le microbiome? Parce qu'il est très important pour l'océan, puisque par exemple, il est à la base de la chaîne alimentaire. Donc, tous les petits poissons, les petits crustacés, ils se nourrissent de ce microbiome. Donc, s'il n'y avait pas de microbiome, par exemple, il n'y aurait pas de poissons, donc il n'y aurait pas de dauphins, donc il n'y aurait pas de baleines dans les océans. Donc, il est très important, il est primordial. Et aussi, il remplit plein d'autres services pour l'océan et pour l'atmosphère et pour les hommes. C'est que par exemple aussi, il produit l'oxygène. C'est le gaz que nous respirons. Donc là, dans vos salles de classe, vous respirez de l'oxygène, vous respirez de l'air dans lequel il y a de l'oxygène. Et la moitié de cet oxygène, il a été produit par le microbiome marin. Donc voilà, il est aussi très important pour ça parce que sans lui, il y aurait plus de poissons, il y aurait plus de vie dans les océans, mais en plus de ça, il y aurait plus assez d'air pour respirer quoi. Donc il est très important. Alors on pense pas vraiment que les changements climatiques vont tuer tout le microbiome parce que la vie sur Terre, elle ne fait que s'adapter à des nouvelles conditions. Mais une des questions qui nous intéresse beaucoup, c'est de savoir est-ce que les changements climatiques vont permettre à ces nouvelles espèces qui vont s'adapter de remplir les mêmes fonctions. Donc pour la chaîne alimentaire, pour l'oxygène et aussi toutes les fonctions qu'on ne connaît pas bien encore, qui restent à découvrir. Donc voilà, c'est un peu ça les questions qui nous intéressent sur Tara. Ça marche, merci. Est-ce que vous avez compris? Alors, j'ai juste coupé le micro parce que ça faisait un petit écho. Alors, on était dans la classe de Justine Théry. Alors, est-ce que ça répond à votre question? Oui. Super. Alors, j'ai plusieurs questions. J'ai plusieurs questions pour savoir s'ils peuvent, si vous pouvez montrer l'intérieur de la goélette ou un petit peu à l'extérieur, mais je ne sais pas votre connexion, si elle est suffisamment bonne. Est-ce qu'on peut tester un petit peu, au moins la timonerie, la pièce dans laquelle vous êtes? Matt, tu peux décrire, moi je filme tu peux prendre ça. Là, Voilà, c'est la. Tu vois là? Bon, c'est la timonerie, Ouais. du coup, c'est là où on navigue, donc on conduit le bateau en gros, quoi. Et donc, il y a plein d'instruments de navigation. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des informations pour les. Je sais pas, il y a des informations pour les moteurs. Là, ici, c'est un radar, mais il est éteint parce qu'on est à quai. Il y a un sondeur qui nous donne la profondeur. Là, sous le bateau, il y a presque 15 mètres. Le compas. Il y a le compas qui nous donne un cap à prendre. Voilà. On a une centrale vent là qui nous donne le vent apparent avec l'angle du vent pour la navigation à la voile et puis plein d'autres choses pour des GPS, un pilote automatique, des feux de navigation. C'est quoi les manettes là? Ouais, la Et ça, manette c'est sur les laquelle manettes c'est le moteur bâbord et ça c'est le moteur tribord. Donc le moteur qui est à gauche du bateau et le moteur qui est à droite du bateau. Ça permet d'embrayer les moteurs et puis de mettre du gaz après. Et comment tu tournes comment tu fais pour prendre un virage, pour tourner? Alors on appuie ici. Ah ouais, ok. On peut aussi utiliser la Il y a barre aussi à la roues barre. et aussi ici le pilote automatique. Ok. Et t'as une bonne vue sur l'avant du bateau ou c'est compliqué à voir? Et t'es journaliste ou t'es un enfant ou quoi? On voit pas très bien. En fait, on voit, il y a les mâts et puis il y a du matériel sur le pont, donc on voit pas toujours très très bien. Et donc souvent on sort dehors pour regarder comment c'est parce que dehors on voit beaucoup mieux. Tu veux filmer l'ouverture? T'en filmes l'ouverture de porte? On peut essayer et puis je vous dirai si jamais on vous perd. Non, mais c'est avec la caméra qui On bouge. peut pas aller très loin. Je sais pas si on peut aller très loin. Tu la mettre comme ça, là, regarde. Si tu la mets.
Tu vois ça, vous voyez un peu tout l'espace qui est dehors là. Enfin, j'essaie de l'écrire vite fait. En fait, on a une espèce de petit abri comme une tente à l'extérieur qui nous permet d'être abrité et de pouvoir quand même faire la veille à l'extérieur et de voir les glaçons quand on était en Antarctique par exemple. Voilà, donc c'est bon. C'est un peu... Quand tu dis glaçons, c'est iceberg? Ouais, les icebergs, les growlers, les tillers. D'accord. Voilà. Là, Super. on peut voir l'avant du bateau. On voit un peu mieux l'avant du bateau là. Voilà. Ah oui, ça y est, on voit. Ok, génial. Bon, bah, j'espère que ça vous plaît, cette petite visite de Tara. Merci beaucoup. Oui, c'est tout bon, ça fonctionne. Génial. Eh ben, on va reprendre une petite question. Après, on fera un petit quiz. Alors, on va aller dans une classe dans laquelle on n'est pas allé. Alors, dans la classe de Maxime Flamand, on n'y est pas encore allé, donc on y va. Alors, est-ce que vous nous entendez? Comme ça. Dans la classe de Maxime Flamand. Bonjour, je m'appelle Wajine de l'école des Amandiers et Bonjour. je voulais vous demander qu'est-ce que vous allez faire de tous vos prélèvements après l'expédition? Bah, on va les envoyer, par exemple, là, la prochaine escale en Afrique du Sud, à Cape Town. On va envoyer tous les échantillons en France, à côté de Paris. Et après, ils vont être redispatchés, redistribués dans une dizaine de laboratoires différents. Et chaque laboratoire est en charge d'analyse d'échantillons en particulier. Voilà, là sur la photo, par exemple, vous voyez un jour, c'était au Chili l'année dernière, où on met tous nos échantillons dans des boîtes. Donc c'est un peu sensible parce qu'il y en a qui sont stockés à, par exemple, moins 80 degrés. Donc ils voyagent avec de la glace très très froide pour les maintenir à moins 80 degrés. Et comme ça, ils traversent le monde en avion et ensuite ils arrivent dans des laboratoires. Et là, ils vont être analysés. Ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour les analyser. Et ensuite, bah, c'est redistribué à des chercheurs. Les données sont distribuées à des chercheurs qui travaillent sur ces données-là. Et puis voilà, dans plusieurs mois, plusieurs années, on aura les vraies analyses pour comprendre, pour répondre aux questions scientifiques qu'on s'était posées. Donc là, vous voyez sur la photo à droite, par exemple, c'est une grosse bonbonne d'azote liquide. L'azote, quand il est liquide, il est à moins 200 degrés et ça nous permet de conserver les échantillons pendant longtemps. Et donc, il y a beaucoup de vapeur et de fumée qui sort de la bonbonne quand on fait ça. Donc, voilà en gros comment ça se passe. Hello. Bah, merci. Merci. Bah, non, merci à toi. Alors, maintenant, on est dans la classe d'Anne-Laure Goudet. Alors, j'active votre son. Est-ce que vous nous entendez? Sinon, j'ai vu que vous aviez posé une question à l'écrit. Ah non, vous disiez coucou. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que vous nous entendez? Oui. Super, bah, génial. Bah, vous pouvez vous présenter et poser votre question à l'équipage. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Et notre question... Bonjour et notre question, c'est quelle est la différence entre les microbiomes et les micro-organismes? Ah, bah c'est une question, très bonne question, très précise. En fait, le microbiome, on considère que c'est les micro-organismes avec leur environnement proche dans lequel ils vivent. Donc, c'est un peu similaire, c'est un peu la même chose, quoi. C'est les micro-organismes avec l'eau qui les entoure, dans laquelle il y a des nutriments, des gaz, une température particulière, une salinité particulière. C'est ça, en fait, le microbiome, c'est un peu l'écosystème. C'est l'écosystème, c'est le tout petit écosystème où il y a les toutes petites bêtes et leur environnement. Merci. Merci à toi. Alors maintenant, je vous propose de continuer le petit quiz qu'on a commencé tout à l'heure. Alors, donc normalement, vous devez voir mon écran. Donc, vous pouvez retourner sur l'onglet que vous avez ouvert tout à l'heure. Donc, quand vous êtes positionné ou sinon, si vous avez fermé l'onglet, vous pouvez retourner sur www.menti.com et vous rentrez le même code que tout à l'heure, à savoir le 20 02 24 75. Et donc, vous allez tomber sur le quiz. Et donc là, on a une nouvelle question pour vous. C'est où se situe l'Antarctique? Est-ce que c'est au pôle Nord ou est-ce que c'est au pôle Sud? Alors, on a 6 classes qui ont voté pour le pôle Sud, 8 classes. Bon, tous les votes sont unanimes pour l'instant.
Alors, donc vous êtes 25 classes à nous avoir rejoints maintenant, donc on va attendre que tout le monde vote. Alors, 13 votes, 14 votes pour le pôle sud. Bon, je pense que vous êtes tous d'accord pour l'instant. 18 votes, ça n'arrête pas d'augmenter. Alors, 18, j'ai l'impression que ça se stabilise. Alors du coup, en plus, sur les deux images, vous pouvez voir la différence entre le pôle Nord et le pôle Sud. Alors, on a 19 classes qui ont Avec des bons voté pour... Il n'y a que des bons élèves, ouais, c'est ça. Alors du coup, est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que l'Antarctique se situe bien au pôle Sud? Est-ce que vous pouvez nous dire? C'est la bonne réponse. Ouais, bien joué, bravo tout le monde. Effectivement, c'est au pôle Sud. Alors, une autre question. Donc, on n'a pas abordé cette question pour l'instant. Mais donc, vous voyez à l'écran, il y a un instrument scientifique que l'équipage utilise souvent à bord de Tara. Ils pourront vous en parler un petit peu plus après. Et donc, vous voyez, elle a une petite forme particulière. Enfin, il a une forme particulière, cet instrument. Et à votre avis, comment est-ce qu'il s'appelle? Est-ce qu'il s'appelle la rosace ou est-ce qu'il s'appelle la rosette? Alors, à vous de voter. Donc, votez pour l'un des deux. Il y en a 2 classes qui ont voté pour la rosette. 3 classes. Alors, les autres classes, à votre avis? Alors, on a une classe qui pense, 2 classes qui pensent que cet instrument scientifique s'appelle la rosace, 4 classes, 5 classes. Oh bah dis donc, ça s'équilibre un peu. Donc, on a 6 pour la rosace, 10 pour la rosette. Alors, on va attendre, on était à 21 votes tout à l'heure, on va attendre les 5 dernières classes. Et à votre avis, comment s'appelle cet instrument scientifique? Alors, on a une petite majorité qui se dessine pour la rosette. 7 pour la rosace, 12 pour la rosette. Ah, ça y est, les petites majorités. Ouais. Donc, on a 15 classes qui pensent que cet instrument s'appelle une rosette et on a 7 classes qui pensent que cet instrument scientifique s'appelle une rosace. Alors, du coup, comment ça s'appelle? Et à quoi ça sert? Vous pouvez nous dire, du coup, si vous l'utilisez souvent, etc. C'était la femme Je crois que c'est à nous de jouer. Ouais, c'est à vous, pardon. Faut qu'on réponde? Oui, c'est ça, si vous pouviez nous donner la réponse, s'il vous plaît. La bonne réponse, c'était la rosette. Mais la rosace, ça a un lien avec le bateau quand même, parce que la rosace, on parle aussi de la rose des vents, en fait, avec tous les secteurs de vent qui ressemblent à une rosace. Mais là, en l'occurrence, c'est la rosette. Désolé pour ceux qui ont mis la rosace. Pas grave, on apprend un mot. Et du coup, elle vous sert à quoi cette rosette à bord? Elle sert à faire des prélèvements. En fait, elle est composée de 2 éléments principaux. Au milieu de l'appareil, il y a comme un super ordinateur qui prend plein de paramètres de l'océan, par exemple la température, la salinité, la profondeur. Et autour, il y a des bouteilles grises. Et les bouteilles grises, ce sont des bouteilles qu'on appelle des bouteilles Niskin. On peut prendre de l'eau à des profondeurs que l'on souhaite. En fait, on peut les déclencher et on remonte de l'eau des profondeurs, elle se ferme et on remonte l'eau des profondeurs qu'on veut. Par exemple, si on veut prendre de l'eau à 100 mètres, on descend la bouteille ouverte et on la ferme à 100 mètres et on remonte à la surface et on a de l'eau qui vient de 100 mètres de profondeur qu'on peut analyser et analyser évidemment les échantillons qu'il y a dedans, le plancton, plein de choses, plein d'autres choses. Et si je peux rajouter une petite chose, en fait, justement, en ce moment même, là, tout de suite, on est en train d'installer un nouveau câble. Vous voyez, au centre de la rosette, cette rosette, elle est suspendue par un câble. Et ce matin, là, parce que chez nous, c'est encore le matin, on change ce câble, donc c'est toute une manipulation un peu complexe. On a le câble qui est sur le quai et on le dévide pour l'enrouler à bord du bateau. Donc moi, je vais m'absenter parce qu'on va continuer la manip. Et je vous souhaite une bonne journée. D'accord, merci Nico, bonne journée et bon courage avec le câble. Alors, super, bon, bah, bravo aux 65% qui ont répondu la rosette et pour les autres, bah, du coup, voilà, vous aurez appris un nouveau mot. Alors là, maintenant, vous avez 2 photos de manchots. Vous en avez 2 qui sont différents. Celui à gauche, il a un bec orangé, puis il a comme un sourcil blanc. Et celui à droite, il a un bec, il est noir, son bec. Et là, il est noir et blanc aussi, mais il a un petit trait noir au niveau de la gorge. Et alors, à votre avis, sur ces 2 manchots, lequel s'appelle le manchot à jugulaire? Donc, du coup, voilà, vous pouvez voter pour le manchot que vous pensez être un manchot à jugulaire. Donc, soit celui à gauche avec le bec orange et le sourcil blanc, soit celui à droite avec le petit trait noir sous la gorge.
Alors, bah dis donc, vous êtes tous d'accord pour l'instant. On a 12 votes déjà pour le manchot jugulaire. Vous êtes des spécialistes des manchots, est-ce que je vois? Ah, on a un vote pour le premier, 14 pour le second. Alors, petite majorité pour le manchot de droite. Alors, il me semble qu'on était à 22 classes juste avant, donc on va patienter pour le dernier vote. Pour l'instant, on a 4 classes qui pensent que le manchot de gauche, c'est un manchot à jugulaire et 17 classes qui pensent que le manchot de droite, c'est un manchot à jugulaire. L'équipage, vous qui avez vu les deux, est-ce que vous pouvez nous dire du coup lequel est le manchot à jugulaire? Doug, Ouais. c'est toi le spécialiste manchot. Hein. Du coup, c'est bien l'option 2, c'est celui à droite. Bravo à ceux qui ont la bonne réponse. Et celui qui est à gauche, c'est un manchot papou. Donc là, il a jugulaire parce qu'on voit bien, il a une ligne qui lui fait le tour du cou. Une fine ligne de plumes noires. Donc c'est des plumes, hein, ces oiseaux, ce sont des oiseaux et ils sont recouverts entièrement de plumes. On n'a pas l'impression quand on les voit comme ça, mais c'est bien des plumes. Et là, on voit sur cette photo-là, il est en train de prendre soin de son poussin, là, qui est tout gris. Et vous arrivez peut-être à voir, ils sont sur un tas de cailloux, donc ça, c'est leur nid. Donc les manchots, quand ils vont se reproduire, ils créent des petits nids en ramassant des cailloux. Et c'est là qu'ils pondent leur œuf et qu'ils prennent soin de leur poussin après, quoi. Et donc l'autre manchot, c'est un manchot papou, qui est très joli aussi. Il a des pattes oranges, il a des taches blanches sur la tête et un bec orange aussi. Voilà. Et ils vivent à peu près aux mêmes endroits. On a pu voir les deux espèces un peu sur les mêmes sites. Et voilà. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Bon, bah, j'espère que vous avez appris plein de choses avec ce petit quiz. Alors, on va continuer avec les questions. Donc là, j'ai une question des CM1, CM2 des Plessiers de la classe d'Ophélie Métro qui demande combien de temps est-ce que vous partez loin de vos familles? Ah, bah là, par exemple, Matt, il est parti longtemps. C'est parti combien de temps? Alors moi, je suis parti à la fin du mois de novembre. Et là, je rentre chez moi dans 3-4 jours. Ah oui, donc ça fait ça fait plusieurs quand mois. même 3 mois. Ouais. Mes enfants 3 m'attendent. mois, d'accord. Ah oui, j'imagine. Et toi, Doug, ça fait combien de temps que tu es parti? Ben là, ça fait pas longtemps pour moi. Ça fait que un mois. Voilà, un peu plus d'un mois, quoi. Donc et comme je débarque, c'est un petit embarquement pour moi, mais c'est vrai que souvent c'est entre 3 et 4 mois, quoi. Donc c'est des périodes assez longues quand même pour être sur un bateau. Voilà. Et de manière générale, les scientifiques, ils restent. Hier, on a eu Léa, elle nous disait qu'elle restait un mois et demi, par exemple. Voilà, c'est vrai. C'est vrai que les scientifiques restent beaucoup moins longtemps que les marins, parce que les marins, eux, c'est leur métier habituel de venir à bord du bateau, et donc ils font des rotations avec leur binôme. Il y a toujours les postes qui sont à bord. Par exemple, il y a 2 cuisiniers qui se relaient, il y a 2 capitaines qui se relaient, 2 seconds qui se relaient, et c'est ça pour tous les postes à bord du bateau. Donc c'est vrai que les marins, ils passent bien souvent la moitié de l'année à bord du bateau, alors que les scientifiques, c'est un peu une expérience exceptionnelle pour eux de venir à bord, et ils viennent en général plutôt 3 semaines, un mois, et puis ils retournent travailler dans les laboratoires. C'est pas habituel pour eux de travailler sur le bateau. Ça marche, merci mais beaucoup. Doug, il passe tellement de temps sur le bateau qu'on le considère comme un marin. D'accord. Ou les marins. Très bien. Alors, du coup, maintenant, on va aller à Niort, on va aller dans l'école Jean Jaurès. Donc, on vous écoute pour vos questions si vous nous entendez. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Céline et ma question est, est-ce que vous avez découvert de nouveaux microbiomes en Antarctique? Bah c'est une bonne question. Alors, on peut pas le savoir pour l'instant parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les échantillons sont encore à bord du bateau et il va falloir attendre plusieurs mois, années avant de les analyser et de faire des grandes découvertes comme celle-là. Par contre, on a bon espoir effectivement de découvrir des nouvelles espèces ou des nouveaux gènes, etc. Parce que on est allé dans des endroits très particuliers, comme par exemple à Deception Island, qui est une île un peu particulière, volcanique,
avec une grande caldeira, c'est un ancien volcan qui s'est Un cratère, quoi. ouais, voilà, un cratère. Et donc il y a encore beaucoup d'activités thermiques, géothermales, avec des fumées très chaudes qui sortent de l'eau ou du sable. Et donc là, c'est des environnements vraiment particuliers et on a échantillonné dans la caldeira pour voir quel type de microbiome il y avait. On a aussi échantillonné près d'un. Donc là, c'est Deception Island. En plus, avant, là, les ruines que vous voyez, c'est des ruines d'anciennes stations baleinières. Avant, ils allaient chasser la baleine là-bas. Et on a aussi échantillonné, par exemple, tout près d'un iceberg, à quelques mètres d'un iceberg, pour étudier le microbiome associé à l'iceberg. Donc on espère découvrir des nouveaux microbiomes, mais voilà, ça reste un gros travail à faire dans les laboratoires. D'accord, merci beaucoup. Et oui, effectivement, la science, ça prend du temps, donc pour ça, il va falloir patienter un petit peu. Alors, en attendant, on va aller dans la classe de Michael Goriti. Alors, est-ce que vous nous entendez? Évidemment. Bonjour. Bonjour, j'entends que ça court dans la classe. À mon bureau. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Timéo, je suis dans la classe de CM2 à Vernonville. Notre question est à quel endroit avez-vous collecté le plus de coccolithophores et avec quel instrument? Alors, je peux répondre parce qu'en fait, moi j'ai fait 2 legs, sur deux missions scientifiques puisque je suis là depuis le mois de début décembre. Et en fait, en décembre, entre Buenos Aires et Ushuaia, donc on est descendu et là on a collecté beaucoup de coccolithophores. On a suivi ce qu'on appelle un bloom, c'est-à-dire une explosion dans la mer du nombre de coccolithophores par litre d'eau de mer, quoi. Et oui, ce qu'on appelle une efflorescence aussi. Et donc on en a collecté plein et en fait on a collecté avec plein d'instruments à bord, des filets plancton, des bouteilles Niskin que vous avez vues là sur la rosette, des pompes qui filtrent en surface. Enfin, on a plein d'équipements à bord pour collecter les coccolithophores. Le coccolithophore, c'est du plancton, hein. Donc on les ramasse comme le reste du plancton avec des filets et tous les équipements qu'on a à bord. Très bien, merci. J'espère que ça répond à ta question. Alors maintenant, on va aller dans la classe de Gaël Begot. Alors, est-ce que vous nous entendez? Alors, donc, en attendant qu'ils activent... Ah, ça a l'air de fonctionner. Bonjour, je m'appelle Erwan, je viens de l'école de l'Aiguille-sur-Seudre. Et est-ce que la vie à bord était difficile en Antarctique? Bonjour Erwan. C'est une bonne question. Chacun peut répondre. Moi, j'ai pas trouvé que la vie à bord était difficile parce que Tara, c'est un bateau qui est conçu pour aller dans les zones froides. Donc, on se sent bien à bord. Voilà, il fait pas très froid. On est bien. On est avec une bonne équipe, donc ça s'est bien passé. Par contre, c'est sûr que le travail en extérieur, sur le pont, avec les équipements, avec les filets, la rosette, etc., quand on était dehors, il faisait 0 degré. Parfois, ça pouvait être très humide, jusqu'à 100% d'humidité, avec du vent. Et donc, c'est sûr que parfois, c'était un peu rude comme condition pour travailler dehors. Mais quand on avait froid et qu'on avait une pause, on pouvait rentrer dans le bateau, boire un thé chaud. Et puis après, on pouvait retravailler dehors. Donc voilà, d'un point de vue d'un scientifique, c'était pas très rude, mais peut-être qu'un marin, il a une autre idée. Alors, du point de vue du marin, c'était pas simple parce que on avait beaucoup de contraintes liées à la météo, au climat, qui est compliqué en Antarctique, à savoir qu'on a navigué dans la glace déjà, il y avait des icebergs où il y a des petits glaçons aussi qu'on appelle les growlers. Et quand on navigue de nuit là-dedans, c'est difficile.
la météo, elle est aussi très ventée, il y a beaucoup de vent et du coup, on peut se faire surprendre avec des fois en passant près d'une île ou d'une zone où il y a des glaciers. En fait, il y a beaucoup de vent d'un coup, ça peut monter très très fort, très très vite. En 1 ou 2 minutes, on peut tripler le vent. Donc ça peut être très dangereux pour le bateau. Et aussi quand on était au mouillage, c'est-à-dire quand on met l'ancre pour s'arrêter parce qu'il y a plus fort, le vent faisait déraper le mouillage, c'est-à-dire le bateau il s'en va avec l'ancre au fond et ça chasse. Et donc pour les marins, il y avait beaucoup de tension et de stress parce qu'on était obligé d'être tout le temps sur le qui-vive pour pas avoir d'accident. Voilà, donc ça veut dire que des fois on commence à s'endormir et puis hop, faut se relever pour reprendre la chaîne ou le bateau. Des fois on a tapé un petit peu la glace, donc c'est pas toujours facile. D'accord, ça répond à ta question? Très bien. Alors, maintenant, on va aller dans la classe de Stéphanie Pontonnier. Alors, on vous écoute, pouvez vous présenter et poser votre question. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, j'ai l'impression. Alors, vous nous entendez? Oui. Ah, vas-y, super. On t'écoute alors. Bonjour. Bonjour. Comment vous faites pour avoir de l'électricité? Bonne question. Alors, excellente question. Alors, à bord, pour avoir de l'électricité, on a en fait ce qu'on appelle des groupes électrogènes. Ce sont des moteurs avec un alternateur derrière. C'est une génératrice qui fabrique de l'électricité grâce à du carburant comme une voiture. C'est comme si on mettait sur un moteur de voiture, on mettait comme les phares en fait des voitures. Quand le moteur tourne, on arrive à allumer les phares. Et ben c'est le même principe mais en plus gros sur un bateau pour avoir de l'électricité à bord. Donc c'est une manière de pouvoir produire beaucoup d'électricité parce que la science, les outils scientifiques ont besoin de beaucoup d'électricité. Même si tout le monde fait des efforts, ça consomme encore beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Alors maintenant, j'ai une question à l'écrit de la classe de Noël Sidonie qui demande quelle mission a été la plus dangereuse? Alors, soit une mission que vous avez fait auparavant ou soit un leg dans la mission microbiome. Bah là, je saurais. Alors moi, je suis pas tout le temps à bord, donc je sais pas quelle est la mission la plus dangereuse. Mais là, sur l'Antarctique, la partie la plus engagée, c'était pour moi, c'était la mer de Weddell parce qu'on n'avait pas de vrai repli en fait quand il y avait du mauvais temps et on était au milieu de la glace et le fait qu'on arrive en fin de saison polaire fait qu'on avait de la nuit et donc quand on a du vent et qu'on a de la nuit, on a la glace et on la voit pas forcément, on voit pas tout avec nos instruments de navigation. Et donc là, ça commence à être sérieusement engagé, quoi, dangereux. Voilà. Après, toujours à cause de la météo. Après, je sais pas si toi, Doug, tu as eu non, expérience. Bah, je pense, Matt, tu as bien décrit les conditions en Antarctique qu'on a eues. Ça, c'était assez engagé comme expédition. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux qui y vont, hein. C'est assez rare les expéditions scientifiques dans le coin. De plus, avec un petit bateau comme Tara. Et ensuite, bah, vous connaissez peut-être pas, mais vos enseignants pourront vous parler de la dérive arctique qu'a fait Tara en 2007-2008, qui était très très engagée comme expédition et comme projet. Voilà, il faudra que vous demandiez à vos parents de vous renseigner sur ce que c'est que la dérive arctique avec Tara. Et vous pourrez voir de superbes images et photos d'un bateau pris dans les glaces, qui est quelque chose qu'on voit jamais. Ça marche, merci beaucoup. Alors maintenant, on va aller dans la classe d'Anthony Gantelet. Hop, voilà, j'active votre son. Vous pouvez vous présenter une fois que ça fonctionne. Et alors, en attendant, j'ai une question à l'écrit de la classe de Pamela Vangré-Velingue. Désolée si j'écorche un peu votre prénom. Donc, c'est les CE2, CM1 de Despleciers qui demandent si vous faites de la plongée sous-marine dans cette expédition.
Alors, je me permets de répondre, je suis plongeur. Remarque Doug aussi. Dans cette expédition, pour moi, il n'y a pas de plongée. Non. Mais on fait quand même de la plongée. Les marins font quand même de la plongée. J'en ai fait une ou deux là avant de partir en Antarctique parce qu'on va toujours inspecter sous la coque aussi le bateau pour vérifier que tout va bien, les hélices, les cages de protection pour la glace, les dérives, les safrans, qui sont les parties de l'appareil à gouverner sous l'eau. Et donc, on vérifie quand même des choses sous le bateau. Donc, on fait quand même de la plongée, mais on ne fait pas de la plongée pour la science actuellement. Ça marche. Merci beaucoup de ta réponse. Alors, dans la classe d'Anthony Gantelet, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Donc, de votre côté, le petit micro, il n'est pas vert de mon côté. Donc, ça veut dire que le micro ne fonctionne pas. Donc, je vous invite à poser votre question à l'écrit. Comme ça, je la poserai directement à Mathieu et Douglas. Donc, en attendant… Ah, si, ça y est, vous nous entendez? Alors, c'est vert de mon côté, donc c'est bizarre que je ne vous entende pas. Donc, posez votre question à l'écrit. Ce sera sûrement plus simple. Il doit y avoir un petit problème de sortie de son. Et j'ai une question de la classe Arthur Rimbaud de Trélazé dans le Maine-et-Loire qui souhaiterait savoir ce que vous faites des déchets alimentaires. Est-ce que vous les jetez en mer pour les animaux marins ou est-ce que vous avez un moyen de recyclage? Alors, les déchets alimentaires, en fait, il y a une réglementation maritime qui nous autorise à les rejeter en mer à une certaine distance de la côte, à 12 000. Et donc, en général, on les rejette, sauf en Antarctique où on n'avait pas le droit parce qu'on était très souvent proche des côtes. Donc, on les gardait dans un bidon et on les a rejetés plus tard à la mer au large. D'accord, ok, très bien. Eh bien, merci pour la petite précision. Alors, on va retester dans la classe d'Anthony Gantelet, mais bon, je ne vous entends pas. Alors, je vois que vous m'avez posé une question. Ah, voilà. Alors, leur question, c'est est-ce que vous avez observé du krill? Ouais, on en a vu un petit peu dans des filets. Donc, on a des filets adaptés pour l'étude du krill, qui sont vraiment le plus gros, un peu les plus gros des planctons dans les océans. Ils font plusieurs centimètres de long. Et voilà, on en a vu de krill, pas beaucoup, mais on a pu en voir des très belles crevettes, très jolies. En fait, il y en a énormément du krill dans l'océan austral. Et c'est principalement de ça que se nourrissent les baleines, les manchots aussi. Donc voilà, il est important pour l'océan austral, le krill. Et quand on a passé le Drake, qui est le passage entre la Terre de Feu, donc le sud de l'Amérique du Sud et l'Antarctique, on a eu du mauvais temps et il y avait des vagues qui venaient sur le bateau et ça allait sur les vitres du carré et on voyait du krill sur les vitres du carré. Ça a une couleur très particulière qui est un peu rosée et on en voyait plein. D'accord, c'est marrant ça. Ok, très bien. Alors, l'heure arrive à sa fin, donc je vous propose de retourner sur le petit quiz de tout à l'heure. Donc, si vous avez gardé votre onglet, la question s'affiche à l'écran. Donc là, c'est pour que vous disiez un petit mot à l'équipage, ce qui vous a le plus plu. Donc, c'est à vous de taper un petit mot. Et pour ceux, du coup, qui ont fermé l'onglet, donc comme tout à l'heure, il faut aller sur www.menti.com et rentrer le code 20 02 24 75. Donc voilà, donc si vous voulez dire un petit mot à l'équipage, là, vous pouvez le taper directement à l'écran, dire ce qui vous a le plus plu, les images qui vous ont le plus plu, etc. Donc voilà, donc là, c'est à vous. Et ensuite, ça va s'afficher à l'écran. Dire que vous avez l'image et vous avez le son, mais nous, on a en plus l'odeur de gâteau qui monte de la cuisine. Et c'est vraiment très, Il y en a qui ont de la très chance. agréable. Il y en a qui ont de la chance. Alors, donc on a merci pour les paysages. Alors, c'est intéressant, ils vous disent merci. Alors, on a 2 classes qui ont répondu. Alors le problème, voilà, c'est que ça change de sens tout le temps. Ah, bon appétit. Merci pour la visite, les paysages, les explications, les animaux, votre écoute, le bateau, les images de la nature. Ça va tellement vite, j'ai pas le temps de tout lire. Les photos, ils vous disent de continuer. Merci d'avoir répondu. Merci pour le direct. Bon, bah, tant mieux si ça vous a plu. Ok. Bah, en tout cas, merci à tous d'avoir participé. Merci Matt et Doug d'avoir répondu. Et effectivement, bon appétit avec le gâteau de Carole.
et bonne journée, fin de journée aux élèves. Merci à tous. Juste pour vous dire, merci pour vos questions et le temps. On était content d'échanger avec vous. Et le bateau rentre en France en octobre prochain. Et on peut espérer que si les conditions Covid sont meilleures, vous pourrez demander à vos parents de venir le voir à Lorient. Ce sera en Bretagne. Voilà. Voilà, Il y aura c'est ça, à peut-être Lorient. une visite d'organisation. C'est ça, effectivement, on sera sur À la place prochaine. pour faire des Merci visites. beaucoup. À bientôt tout le monde. À bientôt, merci à Bonne journée à tous. tous.